l'éco ça fait peur et je pense que c'est une erreur parce que c'est une matière qui est pas si compliquée que ça. Moi je dis souvent d'ailleurs aux chercheurs, parlez-moi comme si j'étais un enfant de 10 ans. C'est bon, c'est parti. Ça me rappelle déjà beaucoup de souvenirs. Ça c'est vrai que j'ai pas l'occasion de le regarder très souvent, mais je l'ai encore à la maison et de temps en temps je m'amuse à feuilleter aussi les pages pour me souvenir du visage de mes petits copains d'école. Et on était une promo assez marquée par les attentats de manière générale de 2015 parce qu'on était étudiants quand il y a eu les attentats de l'hypercachère et comme on allait tous devenir journalistes, ça nous avait collectivement marqué je pense. Là, si tu pas d'ici, je t'invite à toucher l'écran et à swipe. Hello! Et ben on m'a demandé de parler d'un petit souvenir que j'ai eu avec toi et bon c'est pas facile. Quand on s'est retrouvés dans le bureau de Pierre-Édouard Stérin, on a vécu vraiment, je sais plus, c'était 1h30, 2 heures, très sympathique à essayer de se faire remonter les bretelles, mais voilà, mais c'était quand même très sympathique puisque nous avons pu voilà, lui parler et lui raconter pourquoi on avait fait cet article dont tu étais l'initiateur. Voilà, donc un petit souvenir. Ciao! Alors c'est Charlie Perrault, c'est ma chef de service. Je travaille avec elle depuis à peu près 4 ans, on s'entend vraiment très bien. Et elle fait allusion à un papier dont j'étais effectivement l'initiateur parce que en fait moi je couvre l'actualité des startups pour les Échos. Et une des personnes les plus connues dans le monde des startups en France, c'est Pierre-Édouard Stérin. Et c'est quelqu'un de très influent parce qu'en fait il a donné sa chance à plein d'entrepreneurs et d'investisseurs qui quelques années plus tard en fait sont devenus très célèbres dans l'écosystème français et même européen des startups. Et au printemps, il y a eu des articles qui sont sortis, notamment dans Le Monde, sur ses relations très claires avec le Rassemblement national. Son bras droit, notamment, est un des proches conseillers de Marine Le Pen. Et alors que le Rassemblement national était aux portes du pouvoir après l'élection législative de juin dernier, en fait, on s'était dit est-ce que ça ne crée pas un peu du malaise chez toutes les personnes qui ont été financées par Otium Capital, justement que cette personne-là ait une proximité avérée avec l'extrême droite et essaye de tisser entre guillemets des ponts entre la droite traditionnelle, on va dire, et l'extrême droite. Et ça avait été très intéressant parce que la plupart des gens étaient vraiment gênés aux entournures. La plupart voulaient absolument pas répondre en on. Mais ceux en off qu'on a eu nous disaient c'est vrai que ça nous met très mal à l'aise. Mais en même temps, à l'époque, on s'est fait financer, on ne savait pas exactement qu'il tenait ces positions-là. Et puis d'autres assumaient en fait en disant au fond, l'argent n'a pas d'odeur. Il a voulu financer notre projet, même si on ne partage pas du tout ses opinions. Et ça ne nous empêche pas de travailler. Et donc à la suite de cet article, qui a d'ailleurs été beaucoup lu dans le petit monde des startups, il nous a appelé directement. Donc il nous a conviés avec ma chef à Paris, dans un très bel endroit. Et l'entretien était très étrange parce qu'on s'est assis et il a un peu vidé son sac en nous disant moi j'ai trouvé votre article, je cite, absolument dégueulasse. Et donc il m'a expliqué pourquoi il était en colère, pourquoi il trouvait ça injuste, etc. Donc en fait, moi je lui ai expliqué pourquoi je pensais que cet article était nécessaire. Je lui ai expliqué que on avait été rigoureux dans le sens où on avait interrogé de mémoire 10 à 15 personnes. Donc on avait pris un échantillon quand même assez large d'entrepreneurs. On avait contacté directement Otium Capital pour qu'ils puissent s'exprimer sur le sujet. Donc on avait été plutôt fair play. D'ailleurs, moi dans l'article, je l'ai cité. Hein, on n'essayait pas non plus de faire un papier sur Pierre-Édouard Stérin et Otium Capital sans leur adresser la parole. Quand on le relit, c'est un papier qui est plutôt équilibré, qui est même équilibré, je pense, on peut dire, dans la mesure où en fait on explique très bien que c'est une personne qui a été authentiquement un très grand entrepreneur français, enfin ça je pense qu'on ne peut pas lui enlever, et en même temps c'était un vrai sujet à l'époque et toujours aujourd'hui, que cette personne qui est très riche tisse des ponts entre la droite et l'extrême droite, rachète des médias, etc. Ça peut arriver qu'on nous fasse comprendre
que l'entreprise ou la personne concernée est en colère. Mais après, ça fait partie aussi du jeu de rentrer, si j'ose dire, un peu dans l'art des personnes qui ont du pouvoir. Et tant pis d'ailleurs si on se fâche, si les personnes ne veulent plus nous parler, si le sujet est digne d'intérêt, il n'y a aucune raison qu'on s'interdise pardon, d'écrire sur ces sujets-là. Et puis de manière générale, moi ce que je retiens avec le recul aussi, c'est que les gens sont parfois fâchés, mais ça ne les empêche pas, quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, parfois de nous reparler, parce qu'en fait on est un média économique important et il n'y a pas 36 000 autres en France. Et donc quand ils ont des choses à annoncer, ils viennent quand même nous revoir. Et puis encore une fois, c'est pas très grave de se fâcher du moment que les papiers sont bien écrits, équilibrés, nuancés. Ça fait partie du jeu de mettre au jour parfois les sujets un peu sensibles. Très bon choix de magazine en tout cas. Moi je prétends pas non plus être un scientifique, hein, mais justement on est là pour essayer de vulgariser des choses très 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 complexes. Et je trouve que c'est un exercice intellectuel hyper stimulant. Expliquer l'ordinateur quantique par exemple, ça oblige vraiment à se replonger dans des vieux souvenirs parfois du collège ou du lycée et faire preuve vraiment de pédagogie. Mais en fait c'est la base du métier et c'est vrai pour le quantique comme pour n'importe quel autre sujet complexe. Nous on est des passeurs et puis par ailleurs, il ne faut pas s'interdire de poser des questions bêtes, si j'ose dire. Moi, je dis souvent d'ailleurs aux chercheurs, parlez-moi comme si j'étais un enfant de 10 ans pour que vous soyez le plus pédagogue possible. Et encore une fois, moi, je ne prétends pas comprendre toutes les subtilités, mais en même temps, il faut qu'on soit précis sans entrer dans un degré de détail infini, parce que le lecteur lambda, il n'a pas non plus, lui aussi, a priori, fait une thèse dans le quantique, donc on ne peut pas non plus le noyer sous des détails trop techniques. Je pense déjà qu'il y a une sous-représentation dans les écoles de journalisme de personnes avec un background économique. Et je suis la preuve vivante qu'on peut faire de l'éco sans avoir jamais fait d'éco auparavant. Moi, je fais des études plutôt d'histoire et de relations internationales. Et aujourd'hui, je travaille depuis 10 ans dans un média économique. En France, moi, je le déplore un peu, mais je trouve qu'on ne donne pas assez sa place à l'économie dans beaucoup de médias. On est le seul média quotidien à vraiment suivre l'économie, même si la Tribune du Dimanche a vu le jour récemment. Mais dans d'autres pays, en fait, il peut y avoir plusieurs médias économiques. En France, c'est quand même assez peu le cas. Et je trouve ça un peu dommage. En fait, on peut parler d'économie tout en soignant le style. La matière peut paraître aride, mais en réalité, moi par exemple, je suis l'actualité des startups. À travers les startups, je peux raconter plein d'histoires assez chouettes de personnes qui, à un moment de leur vie, créent une entreprise, nous racontent leur succès, mais parfois aussi leurs échecs. Et après, je pense qu'il faut être rigoureux, mais ça c'est vrai pour le journalisme économique, mais pour n'importe quel type de journalisme. En bossant, il n'y a pas de secret. En fait, c'est important déjà de lire beaucoup le média pour lequel on travaille, pour essayer de comprendre comment les sujets sont traités. Pour aussi se faire une culture économique, en fait, c'est en lisant très régulièrement mon propre média et d'autres médias économiques que j'ai appris à comprendre les rouages de l'économie. Et puis après, il n'y a pas de secret, hein, il faut bosser, poser les questions aux bonnes personnes et on apprend finalement assez vite. Hein. Je trouve ça dangereux de manière générale de travailler uniquement par silo. C'est très bien qu'il y ait des journalistes politiques, mais en fait, je pense qu'ils auraient aussi intérêt parfois à se muscler un peu sur les sujets économiques. Quand un journaliste suit la question du budget, c'est un sujet à la fois très très économique, parce qu'en fait, il s'agit de voter des sommes importantes, etc. Mais en même temps, il y a une vraie dimension politique sous-jacente. Quand on s'intéresse à la culture, en fait, on ne peut pas s'intéresser à la culture sans s'intéresser non plus au financement de la culture. Par exemple, moi j'adore la musique. Un artiste aujourd'hui peut être copié grâce à des IA. En fait, c'est important de comprendre un peu quels sont les enjeux économiques sous-jacents, en quoi ça peut éventuellement saper les revenus des artistes, saper les revenus des maisons de disques. Donc voilà, tous ces sujets sont très liés en réalité et la moralité de tout ça, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'économie, c'est vraiment passionnant. Le patron a été débarqué du jour au lendemain sans qu'on sache vraiment exactement pourquoi. Alors on soupçonne la main de l'actionnaire, mais c'est compliqué d'en savoir beaucoup plus. Et c'est vrai que
La rédaction s'est émue de cet événement et a voulu aussi marquer le coup en disant on est un journal sérieux et on doit préserver à tout prix notre indépendance. C'est pas hyper sain, je trouve, dans le système médiatique français qu'il y a autant de milliardaires qui contrôlent les médias. Après, ça peut s'expliquer parce que parfois certains médias étaient aux abois et les actionnaires richissimes les ont sauvés. Dans un monde idéal, mais on vit malheureusement pas forcément dans ce monde, je voudrais que beaucoup de médias s'inspirent par exemple de Mediapart. On peut penser ce qu'on veut de la ligne éditoriale de Mediapart. Moi, je ne partage pas forcément toutes leurs idées, etc. Aujourd'hui, c'est un média qui gagne de l'argent, qui est capable de recruter des journalistes, qui sort des infos. Et c'est vers ce type de modèle qu'il faut aller idéalement. Non, non, on n'est pas là pour relayer les startups, on n'est pas là pour faire leur service après-vente, on est là juste pour informer, pour essayer de comprendre pourquoi il y a des startups qui se créent en France, comment elles sont financées, quels sont leurs enjeux. Je trouve que de manière générale, dans la tech, parfois il y a des journalistes qui sont un peu trop complaisants. Dans mon service, on essaye de rentrer un peu dans l'art de certains entrepreneurs, de sortir des infos et pas simplement de se contenter de relayer des communiqués de presse sur telle boîte a levé 15 millions d'euros. Moi, par exemple, je suis une boîte comme Doctolib. Doctolib, c'était une startup. Aujourd'hui, c'est un mastodonte de la santé en France et on a besoin d'avoir des gens qui connaissent bien le fonctionnement de cette société, bien comprendre son modèle économique, bien comprendre aussi quels sont les enjeux d'avoir un acteur si puissant dans la santé, compte tenu en fait du caractère un peu sensible de ce genre de sujet. J'utilise des outils qui permettent de faire de la retranscription automatique. Et concrètement, dans une journée, ça peut parfois me faire gagner 1 heure. Maintenant, j'utilise de plus en plus Perplexity, qui est une espèce de moteur de recherche dopé à l'IA. Ça pose aussi des vraies questions parce que Perplexity pille sans doute le web pour offrir ses réponses. Donc Perplexity pille aussi un peu le travail des journalistes pour offrir des réponses de qualité. Je ne crois pas qu'on sera remplacé par des IA. Mais je pense qu'on a plus de chances d'être remplacé par des journalistes qui utilisent bien l'intelligence artificielle. Je pense que ça, peut-être la petite subtilité. Si on utilise ces outils, il faut qu'on comprenne aussi quel est l'impact aussi en termes d'émissions, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'exploser notre bilan carbone en utilisant à tout va des IA. D'autant que les IA peuvent être utiles pour certaines choses, mais pas pour d'autres. Ce qui est essentiel malgré tout dans le journalisme, c'est d'aller chercher des infos qui sortent pas ailleurs. Est-ce qu'on survalorise pas en tant que tel l'écriture? Est-ce que c'est pas plus important d'être capable de sortir des infos qui sortent pas ailleurs, quitte à ce que ce soit co-rédigé avec l'IA? Mais encore une fois, il faut que ce soit encadré si c'est le cas. Et le danger quand même, c'est que au final, on soit aussi remplacé par des machines. Donc il faut être assez vigilant sur ces sujets-là. De te poser une question. Donc, moi, ce que je voulais savoir en tant que grosse nulle de l'économie, c'est comment tu fais pour rendre l'économie accessible et facile à comprendre. J'imagine qu'il y a une grosse dimension pédagogique, un gros enjeu là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire si tu as des astuces, des choses que tu as mis en place pour rendre tout ça plus accessible? Alors c'est une bonne question. L'idée déjà, effectivement, c'est d'être le plus pédagogique possible. Ça, c'est la base. On peut parfois raconter l'économie à travers, par exemple, des portraits. Moi, par exemple, je couvre des boîtes, mais les boîtes sont créées par des hommes et des femmes. Et parfois, à travers le portrait d'un entrepreneur, on peut raconter aussi l'histoire de sa boîte, l'histoire d'une technologie. Et puis après, il faut aussi appeler parfois les bonnes personnes qui trouvent parfois les bonnes images pour expliquer des choses très très complexes. Moi, dans le quantique, par exemple, c'est un peu un de mes défis. C'est pas parce qu'on parle d'économie qu'il faut pas aussi un peu se lâcher au niveau du style. Moi, je trouve que dans mon média, de manière générale, on est parfois un peu trop sérieux dans l'écriture. Alors, c'est un vieil exemplaire de l'IB, un média que je ne lis pas très souvent pour être très honnête. Ah ok, je comprends, donc c'est la date de mon anniversaire, ce qui me rappelle que je suis plus tout jeune. C'est cadeau. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. J'ai déjà des exemplaires pour le 31 août de La Voix du Nord, du Monde et du Figaro, donc j'aurai la collection complète.